La série qui a eu le plus de succès de la décennie pour l'instant s'achève déjà. Squid Game saison 3. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo parce que je pars du principe que si vous êtes à la 3e saison d'une série, c'est qu'elle vous intéresse un petit peu et que vous allez quand même regarder, donc on va spoiler dès maintenant. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Je suis toujours là, La chambre d'à côté ou Paddington au Pérou. Sur Disney+, vous avez déjà Blanche-Neige, Captain America Brave New World ou Un parfait inconnu. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement, mais si vous l'avez via un compte Canal, vous pouvez vous connecter à HBO Max avec votre compte Canal, ça fonctionne. Vous allez avoir accès à Minecraft, Mickey 17 ou encore The Brutalist. Pour les gens comme moi, gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher en prenant un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie. Je vous conseille l'Union Européenne parce que c'est plus simple, mais ça marche avec beaucoup plus de pays. Il y a encore des tutos en ligne qui vous disent comment faire facilement et vous pouvez aussi utiliser cette technique sur plein d'abonnements comme Letterboxd, Patreon par exemple. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'université, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, vraiment tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Squid Game est officiellement terminé après 3 saisons en 4 ans, ce qui est anormal, disons les choses pour une série télé aujourd'hui. D'habitude, t'as genre 3 saisons en 6 ans ou 7 ans. Même, mais bon, c'est parce qu'ils ont tourné les 2 saisons d'un coup. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de temps d'attente entre la première et la deuxième saison, mais peu, parce que là, il n'y a que 6 mois. C'est normal, ils ont tout tourné d'un coup et je pense que c'était la bonne chose à faire. C'est 6 épisodes d'1 heure. Je pense que aussi c'est une bonne durée. Voilà, c'est pas 8 épisodes, pas 9, pas 10. Voilà, conclusion, 6 épisodes. C'est plutôt bien rythmé, ils ont fait le taf par rapport à ça, mais même si la saison est terminée, vous le savez, l'univers ne fait que de commencer, surtout si vous avez vu cette fin. Donc on va en parler forcément, mais la personne qui doit être vraiment contente que cet univers s'achève, c'est Hwang Dong-hyuk. Désolé, j'ai sûrement massacré son nom et son prénom, mais lui qui déteste le capitalisme dans toutes ses interviews, lui qui parle de ses dérives, qui parle des dérives de la série aussi, mais qui est malheureusement contraint à faire cette saison 2 qu'il n'avait pas prévu à la base, mais vu qu'il n'a pas du tout été payé pour la première saison, ou très peu, il a fait cette deuxième saison pour être vraiment bien payé, et on va pas le critiquer sur ça. Voilà, c'est son premier gros succès en tant que scénariste, réalisateur, et je crois même producteur de cette saison 2 et 3, donc je suis content pour lui en réalité, mais c'est vrai que il subit un peu la popularité de sa licence, parce que la licence fait aujourd'hui ce qu'il critique dans la licence elle-même, donc c'est évidemment ironique, et il le dit lui-même en interview. J'en ai vu pas mal de lui qui se plaignait entre guillemets de ça, mais pas trop, parce qu'il va pas voilà, s'embrouiller avec Netflix aujourd'hui, parce qu'il va sûrement toucher des droits sur les prochaines séries, donc je peux comprendre. Mais voilà, il a beaucoup souffert, il a dit lui-même, il est très content que ce soit terminé, parce que voilà, il n'avait pas prévu une saison 2 ou 3, il a beaucoup bossé, il a dû tourner tous les épisodes, là, 2 et 3 d'un coup, donc ça fait beaucoup. Donc là, il va se reposer, lui-même l'a dit, et il mérite son repos. C'est évidemment la suite directe de la saison 2, et j'ai envie de parler de cette première intrigue, l'intrigue de cette femme qui s'est introduite dans l'organisation depuis la saison 2, évidemment, afin d'arriver à ses fins. Et j'ai trouvé l'intrigue, en réalité, pas trop mal, car elle permet d'expliquer le fonctionnement de l'organisation de une, voir comment tout le monde profite du capitalisme, profite de la déshumanisation, littéralement. Là, ils vendent des organes. C'est quelque chose de très inhumain dans Symbol, et littéralement, dans la série, elle donne son sang. D'ailleurs, elle, du coup, il est opposé à ça symboliquement. Ils prennent les organes, elle donne de son sang. C'est un peu le symbole par rapport à ça. Elle est là, elle, pour le coup, pour des raisons non financières. Elle fait face à des gens prêts à tout pour l'argent, mais elle n'a pas cette motivation-là, pas du tout. En réalité, et la suivre était divertissant, je trouve, car elle crée des séquences d'action de une pas trop mal, un peu de tension mine de rien. Tu pensais vraiment que toutes les intrigues allaient coïncider bien plus tôt, je trouve. Je pensais que genre l'épisode 4, on allait avoir vraiment l'intrigue avec tout le monde, mais non, en fait, les intrigues coïncident dans l'épilogue, disons, en réalité, donc c'était pas mal comme choix, je trouve. Alors oui, il y a eu, je trouve, aussi une vraie émotion par rapport à ce personnage-là, ce qu'il accomplit, sa quête, et voilà, elle perd pendant un moment sa raison de vivre, hein, là, presque
commis un suicide, mais son arc de conclusion fonctionne, je trouve, parce qu'elle reste vraiment mélancolique, triste, elle vit avec pas mal de nostalgie, on le voit dans cette séquence à la fin par rapport au lapin et tout, mais c'est une nostalgie qui est mauvaise à la fois parce qu'elle n'était pas heureuse, donc elle subit vraiment ce traumatisme qu'elle a vécu ces saisons et même avant, et donc je trouve que c'est intéressant cette réinsertion dans la société, dans le monde qui reste aussi cruel pour l'homme. Elle est face à un enfant qui avait besoin d'argent pour survivre, parce qu'en fait, voilà, la maladie n'était pas prise en charge, t'as l'impression. Donc c'était un peu long, son arc narratif, une intrigue qui traînait un peu en longueur de manière générale, mais c'était ok, je trouve, c'était divertissant. Et la morale de fin était suffisamment émouvante pour pas que je déteste ce personnage et son arc narratif. Là où l'intrigue concernant le bateau ou les bateaux de manière générale m'a déçu, typiquement, c'est le genre d'intrigue dans une série qui sert à rallonger la série, honnêtement. Je pense que si t'enlevais cette intrigue où tu la faisais mieux, ou t'enlevais un épisode où c'était bien plus divertissant, mais ça rajoutait une fausse tension. Voilà, ça retardait juste le personnage qui devait arriver à la fin, et tu savais qu'il allait arriver, mais ça retardait en masse le personnage pour une fausse tension et pour avoir du contenu. Soyons honnêtes, l'intrigue policière aussi traînait en longueur comme pas possible. Ça réussissait même pas convenablement à créer du stress par rapport à la fin, je trouve, où t'es censé être voilà, un peu inquiet, t'es censé avoir ce crescendo d'intrigue, tout doit vraiment coïncider. Et c'était pas satisfaisant du tout, pour le coup, c'était pas très réussi d'après moi. C'était pas mauvais encore une fois, mais vraiment l'impact était pas du tout assez marquant, je trouve, de manière générale. C'était une excuse pour détruire la base, pour conclure l'arc Corée de Squid Game, mais ça manquait d'émotion. Alors oui, la fin est assez longue et l'épilogue est plutôt réussi, je trouve, de manière générale. C'est cool d'avoir vraiment genre une demi-heure à la fin pour conclure tous les arcs narratifs et ne pas être en mode action et vraiment créer quelque chose qui représente une vraie mélancolie par rapport à tous les personnages. Ça, c'est pas mal, surtout dans cette réinsertion dans le système. Donc il y a une fin qui est longue, qui est bien, mais l'intrigue générale de ce personnage, de la police, du bateau, même s'il est logique d'un point de vue symbolique, encore une fois, je l'ai trouvé fatalement assez longue et inintéressante. Et à chaque fois qu'on était face à cette intrigue, je me disais, ok, sympa, mais j'ai envie de passer à autre chose assez rapidement. Pour faire un point sur la mise en scène de cette série, il y a pas mal de symbolique, encore une fois. Bah là, c'est voilà, la résurrection, hein, c'est Jésus, littéralement, il y a une croix, il y a plein de symboles religieux tout le long, c'est l'élu, ce 456, ce personnage, d'un certain point de vue, mais il ressuscite dans le sang. En réalité, il y a beaucoup d'images par rapport à ça. Lui qui arrive, la lame qui est là, ce couteau. Tu sais pas si c'est une dague qui va se prendre dans le dos, d'un certain point de vue, ou si c'est lui qui sera cette fameuse dague, parce que vous savez, à la fin, il y a une dague, et de manière symbolique, c'est lui qui décide de ce jeu, en réalité. Enfin, voilà, c'est lui la force, on va dire, de la série. Donc l'intrigue avance avec lui, du coup, il y a un côté par rapport à ça, et c'est en opposé direct avec, du coup, la folle religieuse sectaire qui est devant cette serrure. Voilà, c'est une fausse prophète, hein. C'est tout le symbolisme. Encore une fois, il y a pas mal de décors qui sont pas mal remplis de morts, de cadavres. Bon, ça montre la barbarie, ça montre aussi une forme de menace pour ces gens-là, qui sont tranquilles en train de faire leur jeu, et ils voient un peu les conséquences de la rébellion et la punition de cette rébellion, c'est ça, d'être affiché ici comme une sorte, de grande menace pour ces gens qui veulent peut-être se rebeller, comme ça ils le font pas. Il y a quelques transitions sympathiques sur les couteaux à certains moments, sur les ascenseurs dans les derniers épisodes. Bon, en termes de mise en scène, c'était ok, sans être exceptionnel, ça faisait le taf, c'était plutôt pas mal. Les acteurs aussi sont bons, je trouve, ils sont détestables quand il faut, avec cette petite touche quand même d'appréciation pour eux, et en même temps, ils sont carrément appréciables, puis détestables, puis insupportables. Non, les acteurs font un bon travail de manière générale, ça a toujours été une série qui était plutôt bien joué. Mais encore une fois, c'est une série qui est une saison de manière générale très symbolique, avec la remise en question, encore une fois, du principe de vote. Là, ils le disent encore une fois à haute voix, et c'est peut-être une critique qu'on peut faire à la série, elle dit beaucoup de choses à haute voix. La majorité influence la minorité par peur, pour le coup. Il y a une rébellion qui est ratée, qui est applaudie. Normalement, t'es pas censé être du côté de l'oppresseur, hein. Pour le coup, t'es censé littéralement applaudir quand une rébellion réussi, mais c'est pas le cas ici. Bon, c'est une critique qu'on a déjà vue de la démocratie et du système de manière générale, de l'influence des puissants sur la démocratie dans les précédentes saisons, mais ça revient un peu ici. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, ils ont ce faux débat en réalité par rapport au fait de choisir quelqu'un qu'il faut balancer de ses tours, mais ils ont déjà choisi. Voilà, la veille, ils ont choisi, ils ont déjà discuté, mais là, ils donnent des arguments logiques pour se dédouaner psychologiquement et moralement, mais surtout pour faire genre, voilà, ils respectent le processus démocratique alors qu'on sait très bien qu'ils ont déjà choisi avant, ils font juste un peu de comédie, de théâtre, ils veulent vraiment tuer 456, le bébé et un autre homme, donc c'est vraiment du full bullshit passé sous couvert de vote et démocratie. Je trouve ça plutôt pas mal, mine de rien. Puis le deuxième jeu était assez satisfaisant aussi, je trouve. Voilà, le cache-cache mortel par équipe était une bonne idée en réalité. Maintenant, j'aime bien l'idée que tu as le choix de l'équipe en réalité au début, parce que voilà, tu choisis l'équipe bleue ou rouge, enfin, on te la donne, hein, et ensuite tu peux négocier, débattre avec quelqu'un pour changer
d'équipe, donc il y a une sorte de stratégie à faire. Si tu es assez malin, tu peux te débrouiller. Et lui qui choisit en dernier, c'est évidemment le symbole. Il choisit le rouge, voilà, le sang, la violence. De toute façon, il est vraiment pris par la rage hein, dans cet épisode-là. Et depuis la saison 2, de manière générale. Et j'aime bien parce qu'en fait, ce labyrinthe, il est symbolisé par beaucoup de choses. Hein. On voit ce côté Battle Royale qui est mis en avant, l'obligation de tuer qui déshumanise encore plus les gens, la vraie nature de l'homme par rapport au capitalisme, à la société. Et c'est une excuse pour tuer. C'est surtout l'hypocrisie des rouges. Ils disent « Ah, faut qu'on tue le plus de gens possible, comme ça on est sûr que ça va bien se passer, qu'on va pas mourir, des choses comme ça. » Donc c'est une énorme hypocrisie et des excuses pour se permettre de tuer, parce qu'en fait c'est ça leur vraie nature, de tuer, d'aimer ça et de le faire de plus en plus. Et Labyrinthe, en termes de décor, j'aime bien le côté chambre pour enfants, parce qu'il y a deux trucs. Il y a le côté où les épées, on dirait des épées de Zelda pour enfants, toutes mignonnes et tout. Et en même temps, la chambre, on dirait vraiment ça, une chambre pour enfants, mais en mode labyrinthe. Alors par contre, je suis un peu déçu parce qu'on a du mal à s'orienter dans le labyrinthe. Vous allez me dire, ouais, c'est normal, mais du coup, c'est dommage parce que vu qu'on s'oriente mal, il n'y a jamais de tension par rapport à l'emplacement des personnages. Et en réalité, je comprends que c'est le but. Mais du coup, c'est simple scénaristiquement parce qu'en fait, quand ils veulent faire apparaître un personnage, ils font apparaître et puis basta. Si tu te repérais un peu mieux dans le labyrinthe avec certains éléments de décor, des choses comme ça, et tu voyais des personnages passer à côté, ça pouvait créer une sorte de tension un peu différente et te mettre dans une situation différente. Là, bon, les personnages apparaissent, disparaissent quand le scénario le demande, et il n'y a pas vraiment de tension par rapport à ça. Il n'y a même pas la tension du timer, parce qu'il y a un timer de 30 minutes, il n'y a jamais cette tension par rapport à ça, il n'y a qu'un seul jeu qui a une tension par rapport au timer en réalité, c'est le jeu la corde va sauter, donc voilà, j'étais pas vraiment impressionné par ça, et même un peu déçu par la mise en scène et certains choix, mais j'aime bien l'idée du travail en équipe, parce que d'un côté, t'as l'impression que chez les religieux, ils vont forcément travailler en équipe, mais c'est faux, ils se trahissent constamment, mais il faut travailler en équipe de manière... Alors pas forcément, mais je dirais consentante, parce qu'il faut les clés, et pour avoir les clés des bleus, vu que t'as pas d'armes, il faut travailler en équipe. Mais en réalité, tu peux aussi tuer les gens, même si c'est plus compliqué. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que même si t'es leader d'une secte, ça ne suffit pas en réalité. Et d'un autre côté, les gens qui ont la compassion, qui s'entraident, eux, vont réussir bien plus que les autres. Et j'aime beaucoup le côté haine et rage du personnage principal, parce que ça prend le dessus par rapport à lui. Il lutte pour son humanité contre ses pulsions, et le fait de tuer sans couteau aide, je trouve, à l'humaniser. Si à ce stade il avait tué de manière bien plus violente, je pense qu'on l'aurait moins apprécié, il aurait eu plus de mal à racheter son humanité, ce qui est un peu le but de cette saison en réalité, et j'adore le fait que son suicide est empêché, parce qu'en fait t'y crois à ce moment-là, tu te dis ok, peut-être il va se suicider, bon t'y crois entre guillemets en tant que spectateur, parce que tu sais qu'il va pas se suicider parce qu'il reste 4 épisodes, mais t'y crois un petit peu, et c'est la thématique de l'œuvre, le système pousse les gens à se suicider, ce qui est toujours intéressant par rapport à la Corée où il y a pas mal de suicides en réalité, et il y a 5 personnages qui tentent un suicide. Le personnage dont j'ai parlé tout à l'heure en début, la femme, lui qui tente ici, et on va voir après, il y en a pas mal d'autres qui se suicident, il y en a un qui se suicide durant le dernier jeu, il y a 222 qui se suicident aussi, voilà, aussi la mère dont je vais parler dans quelques secondes qui se suicide. Donc c'est intéressant cette thématique du suicide, de la dépression qui revient souvent à cause du système en réalité. Ils pouvaient continuer, hein, vraiment, hein, pour beaucoup d'entre eux, ou en tout cas essayer, mais ils préfèrent se suicider parce que c'est tellement dur que genre vivre dans ce système-là est plus compliqué que sauter la vie en réalité. Donc c'est ça qui est fascinant, je trouve. Et pendant que lui essaie de se battre contre sa rage, les autres sont plein dedans, hein, surtout les rouges qui trouvent plein d'excuses pour être fous de rage, ou alors tuer des gens parce que c'est le jeu, apparemment, c'est le système. D'un autre point de vue, vous avez plein de gens comme le vieux ici, le numéro 100, qui essaie de cacher son état de vie pour échapper à la mort. Donc il préfère faire semblant d'être mort plutôt que de vivre convenablement, de jouer avec les bonnes règles. Donc il triche le système, encore une fois, hein, ça fait partie des thématiques. La sorcière, entre guillemets, religieuse, sectaire, qui se croit divine parce qu'elle manipule les gens. Et au final, voilà, c'est une critique de la religion, de ces gens qui utilisent la religion pour leur propre pouvoir, volonté, alors qu'en réalité, il n'a pas du tout créé religion, c'est juste pour manipuler les gens et avoir une sorte de force et de domination par rapport à eux, mais il est évidemment puni, ce que je trouve assez bien. L'accouchement crée pas beaucoup de tension et de stress, je trouve, mais c'est une bonne idée pour la suite de la série, parce que ce bébé devient vraiment le cœur de l'œuvre, et c'est intéressant qu'il n'ait pas mis de côté en mode « Ah bah voilà, c'est un bébé qui est né, puis bah ça, non, c'est vraiment le cœur de l'œuvre à partir de là. » Il sera opposé à l'argent, ce qui est vraiment fascinant d'après moi. Les seuls moments qui sont pas mal, c'est la mort de 120, qui est quand même assez dramatique et triste, même si en termes de mise en scène, c'est un peu nul en réalité, même si c'est fort par rapport à la personne qui tue et le bébé et la mère de 122. Bon, c'est pas mal, hein, même si c'est simple en termes de mise en scène par rapport à ce non-vu. C'est Labyrinthe qui me déçoit un peu. Je pense qu'en termes de Labyrinthe, ils auraient pu faire mieux en termes de mise en scène aussi. C'est assez mal utilisé, mais ce qui est fort, c'est sa mort évidemment qui est touchante, je trouve, sans être hyper larmoyante. Et surtout, la mère et cet infanticide, elle tue son fils qui était prêt à tuer quelqu'un d'autre. Donc c'est l'instinct maternel qui prend le dessus face à sa propre famille, pour le coup, et c'est encore une fois une grosse critique de ce capitalisme qui fait que les familles se déchirent en réalité sans trop de raison. Il devrait même pas être là,
en réalité aussi. Après, le gros twist pour moi, entre guillemets, et la surprise, c'est que quand j'ai vu cette scène, bon, j'étais complètement surpris par le fait de voir les VIP ici américains. Voilà, je pensais la version américaine de Squid Game. Je pensais qu'il y avait un parallèle ou un épisode entier qui allait être fait en mode Squid Game USA pour introduire Squid Game USA, ce qu'ils font à la fin, du coup. Mais en réalité, non, c'est juste au fait, oui, bah, c'est eux qui le disent, hein, les riches qui chassent l'humain, comme ils chassent en Afrique. Je crois, ils disent à un moment, donc c'est horrible, c'est dramatique, ils se chassent à l'homme, absolument tragique, des hommes qui ne veulent pas se défendre. En plus de ça, c'est les rescapés qui ont que des couteaux, eux ils sont armés, visage caché, comme ça il n'y a pas de répercussion de façon, c'est le symbole, encore une fois, ils en rigolent, c'est Mamma Mia, enfin c'est horrible, encore une fois, on dirait qu'ils sont doublés, vu l'accent qu'ils ont, vu la manière dont ils parlent, on dirait vraiment que c'est une caricature qu'ils sont doublés. Moi j'aime bien, je trouve que la caricature, maintenant je me suis habitué, première saison j'avais un peu de mal, mais c'est le but, c'est d'en faire des caisses, c'est une grosse satire sociale, mine de rien, et ça introduit l'étape d'après, et ils s'expriment pas mal sur la société, ils disent que le vote est plus divertissant que le jeu en réalité, donc ça c'est vrai, hein, pendant pas mal de cas concernant la série, le côté télé-réalité est beaucoup mis en avant, ils représentent vraiment d'un côté les giga riches qui aiment la cruauté, qui veulent utiliser leur argent pour des choses de plus en plus cruelles, mais ils représentent nous aussi, en réalité, ils représentent les spectateurs, parce que nous on aime bien voir ces gens-là mourir, on aime bien ces jeux, donc c'est une critique aussi de ces grands riches, mais aussi de nous, qui aimons, qui regardons ce genre de série, alors qu'il y a voilà, la mort humaine et ces choses-là. Et j'aime bien parce que d'un certain point de vue, ils ne comprennent pas la compassion qu'a 456 pour ce bébé. Et c'est assez intéressant parce qu'ils sont complètement inhumains, quoi. Enfin, je veux dire, oui, ils sont peut-être ceux les plus en sécurité, des choses comme ça, mais ils sont complètement déshumanisés par leurs gestes, leurs actions, mais d'un point de vue sophistiqué, presque légal, contractuel. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que le vote d'après est intéressant, c'est que ils ratent, évidemment, à ce stade, évidemment que le vote allait rater, ils vont pas faire tout ce chemin-là pour arrêter ici, ils vont continuer, ils vont espérer que les prochains jeux sont faisables, et se suicident, à cause de ça forcément, mais suicide aussi pour deux raisons. La culpabilité d'avoir tué son fils, évidemment, mais c'est surtout un moyen de vraiment motiver les personnages à sauver le bébé. Si une mère se sacrifie, c'est vraiment pour donner l'attention à ce bébé, le sauver, et espérer que, oui, des gens vont faire un pas en avant pour s'occuper comme il faut de cet enfant. C'est là qu'il y a tout cet aspect de la paternité qui revient. T'as l'impression que c'est une seconde chance pour cet homme à être un vrai père. Il a plus envie de se suicider forcément ici parce qu'il doit sauver un bébé et c'est le seul à protéger avec 222. Ça change complètement vraiment la dynamique de la série. C'est quand même cool. Et en plus, le jeu de la corde est pas mal parce que je trouve que c'est une super idée d'un point de vue où ça a l'air à la fois compliqué mais facile. Il faut être concentré, il faut faire attention et la mise en scène montre bien ça, hein. Il y a plein de plans sur les pieds qui sont pas trop mal, je trouve. Il y a ces plans aussi en steadicam qui sont vraiment presque shaky cam en même temps parce que voilà, c'est sûrement accroché sur les acteurs et ils paniquent et c'est souvent à des moments un peu compliqués, donc c'est plutôt bien géré. Bon, c'est classique, le délire des poupées qui chantent, évidemment, les poupées géantes, hein, ça crée une sorte d'ambiance, il y a des morts brutales. Alors oui, les CGI sont pas dingues, que ce soit sur le bébé, mais je comprends, un bébé, c'est chiant à voir sur un plateau, autant le faire en CGI, c'est beaucoup plus simple. Et en même temps sur la corde, mais bon, je vais pas chipoter, ça fait le taf, c'est ok. Et la mise en scène était cool par rapport à ça. J'ai un peu de mal avec l'intrigue de la drogue, même si encore une fois, je comprends le symbolisme de, vous savez, la drogue qui était dans la croix. Maintenant, il n'y a plus la croix, du coup, il a abandonné Dieu. Il a besoin de la drogue pour faire face au système, donc pour pas avoir peur, pour avoir confiance en lui. C'est triste parce que c'est, encore une fois, la critique de ce qu'on, nous, on devrait vivre tous les jours, c'est-à-dire qu'on devrait être drogué pour vivre dans cette société. C'est un peu ça, mais je trouve pas l'intrigue d'un point de vue émotionnel des personnages hyper réussie, hyper divertissante. Ouais, c'est déjà vu, c'est sympa, mais en termes de mise en scène, c'est pas dingue. Bon, c'est ok. Là où j'ai trouvé ça intéressant en termes de scénario, c'est que tu dis, ok, le jeu est difficile, mais faisable, donc pas trop compliqué, hein, soyons honnêtes. Tout change quand ce mec se met devant tout le monde et décide de les arrêter, voire de les tuer. Je trouve que c'était intéressant, ça fait un vrai bon cliffhanger, hein, mine de rien. Et c'est une bonne idée, vraiment, c'est une bonne idée qui change tout, parce que du coup, le vrai ennemi, bah, c'est comme d'habitude, hein, c'est l'humain plutôt que le jeu, et c'est pas mal. Et j'aime bien aussi l'idée des maquettes, hein, qui sont hyper sadiques, en même temps elles ont un fort symbole, mais c'est sadique parce que d'un certain point de vue ça permet de créer une sorte de mise en scène par rapport à juste des pions, voilà, bah, c'est des gens qui meurent, c'est juste des pions, et d'un certain point de vue ce qui est fort c'est que ce côté sadique il est vraiment représenté par cet homme-là. Cet homme-là il est intéressant parce qu'en fait il représente beaucoup de gens dans la société, c'est les gens qui se disent ok moi je suis une bonne personne, moi je vais agir, je vais intervenir, et c'est l'un des pires humains en réalité parce qu'il pense ça de lui-même, il pense qu'il va faire ça, mais lorsqu'il y a la bonne action à faire dans le moment important, il ne le fait pas. Donc c'est vraiment la pire des personnes, il succombe en même temps au système à chaque fois parce qu'il veut pas faire, enfin il le fait pas quoi. Il veut faire la bonne action mais il le fait pas, il hésite même pas, tu vois, il regarde même pas le mec pour l'aider, il pense qu'il veut aider sa copine mais en fait ça marche pas du tout. Donc à chaque fois c'est ça, c'est un mec qui pense être bon mais en réalité ne l'est pas du tout et c'est assez dramatique et je trouve ça assez fort, je pense que c'est un bon symbole
encore une fois, de tout ça. Et bon, la mort est assez touchante, je trouve. C'est encore une fois un suicide, hein, comme je vous l'ai dit. Et en même temps, il y a de l'émotion. C'est bien. Il n'y avait pas d'autre solution hein, scénaristique, soyons honnêtes. Et il y a la résurrection par rapport au bébé. Je veux dire, le bébé, c'est la résurrection. Comme on a vu la résurrection au début, encore une fois, les thématiques religieuses sont hyper présentes. On le voit aussi, évidemment, avec le débat sur le bébé. Voilà, ils sont en train de débattre. Est-ce qu'on tue un bébé pour de l'argent? Rendez-vous compte, le niveau de déshumanisation. On est à un stade effrayant à partir de maintenant, donc c'est tout le débat. En fait, est-ce qu'on tue le bébé pour gagner de l'argent? À partir de là, c'est que ça, et je trouve ça génial. J'adore l'idée d'avoir ce fameux dernier dîner, comme vous savez, des prisonniers qui vont à leur peine de mort, leur exécution. Il y a un côté humain à bien les nourrir, et un côté humain aussi à donner du lait chauffé au bébé. Parce qu'en fait, ça humanise, mine de rien, le jeu, le système, qui quand même vont pas laisser mourir un bébé. Donc c'est une touche que je trouve assez intéressante, mine de rien, et la proposition du méchant, voilà, encore une fois, un superbe acteur, est cool et je pense un vrai dilemme moral intéressant pour le personnage parce que là, il a le choix entre sauver son humanité ou sauver le bébé. C'est le dilemme qu'on lui propose. Évidemment, il refuse hein, le dilemme, hein, c'est bien ça, mais on lui dit « Ok, tente tes chances avec le bébé, tu risques probablement de mourir, 1v6, ou littéralement, bah, tu l'es avant et tu survis, tu gagnes de l'argent et tu t'en vas. » Il préfère tenter sa chance pour pas perdre son humanité. Contrairement à lui, on a la révélation, c'était le vainqueur des précédents jeux, enfin, il était prêt à gagner, encore une fois, lui a fait ce choix, il a perdu son humanité, et on le montre bien, si tu perds ton humanité ici, tu deviens cet homme-là inhumain, coincé dans cette boucle infernale du jeu, donc c'était le bon choix à faire de ne pas finir ici. Il a vraiment brisé ce cycle de la perte d'humanité et le fait de devenir ce méchant de jeu, ce qui était, d'après moi, un choix de personnage intelligent et dans les thématiques de l'œuvre, c'était pas mal, en réalité, c'était un bon choix. Bon, c'était un peu prévisible, tout le monde avait des théories sur ça, mais c'était plutôt bien fait et divertissant de manière générale. Et le dernier jeu est plutôt cool parce qu'en réalité, il n'y a pas de gros jeu, quoi. Il n'y a pas de, je sais pas, de poupée géante, il n'y a pas un truc de fou, des règles de fou. Non, c'est juste, ok, les gars, mettez-vous d'accord, choisissez quelqu'un à tuer à chaque pilier, chaque colonne. Et donc, c'est que dans le débat, la discussion, le dialogue, et tu sens cette ébullition au fur et à mesure entre ces gens-là, le conflit qui se crée de plus en plus entre de plus en plus de personnes, et tu sens que ça va aller loin. Je suis pas fan, encore une fois, des visions du mec qui est en sevrage, drogué, moralement détruit. Bon, on a compris. Honnêtement, je trouvais ça moins intéressant que le reste. Sa mort est pas émouvante. Mine de rien, ce qui est intéressant par rapport à sa mort, c'est qu'en fait, tout le monde veut voir ce mec mourir, mais personne ne veut commettre le crime. Tous veulent sa mort, hein. Cependant, je précise, c'est important. Mais personne veut se salir les mains. Personne veut risquer de mourir en même temps que lui, parce qu'imagine, on le tire et tout, c'est pour ça qu'ils ont ce bâton. Mais le bâton, il est symbolique. En fait, les gens, ça les dérange pas de tuer quelqu'un s'ils le font indirectement. Ah, on veut tuer des gens, mais par contre, c'est pas moi qui tire. Hein. Non, non, la gâchette, c'est pas moi. Si c'est quelqu'un d'autre, ok. Le moment que c'est pas moi, j'ai les mains un peu propres, quoi. Donc ça qui est intéressant, encore une fois, grand symbole de pas mal de choses. Si... voilà, vous achetez des choses, vous participez à la démocratie avec certains votes, en réalité, vous tuez des gens. Voilà, c'est la vérité, on tue tous des gens, on tue tous des animaux, des choses comme ça, mais vu qu'on ne le fait pas littéralement, nous, avec nos propres mains, on se sent un peu, absolu de tout ça, quoi. Donc c'est assez intéressant, et ça, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, dans cette séquence-là, bon, c'est encore une fois pas très subtil, hein, mais ça marche bien, c'est efficace, et je trouve ça assez fort, et ils essaient d'ailleurs hein, tous de négocier faussement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'aime bien parce que ce mec-là, il est en train de les convaincre de se rebeller et de s'embrouiller entre eux. Il y a un côté un peu 12 hommes en colère, hein, presque, t'as l'impression, et je trouve que le déroulé est plutôt convaincant. Ça finit en grosse scène d'action, mais encore une fois, la scène d'action, pour certaines personnes, c'est pour l'argent, pour d'autres personnes, c'est pour le bébé. Donc en vrai, lui se bat pour sauver la fille, et justement, les deux survivants, tu dis, ok, en plus, il y a un autre gars qui est suicidé, hein, vous l'avez vu, hein, je vous ai dit tout à l'heure, donc grosse thématique, le suicide dans cette saison. Vu qu'ils sont en train de se battre, que tu penses pour le bébé, tu comprends qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Tu comprends qu'il y a un gars qui veut se battre pour le bébé et un gars qui veut se battre pour l'argent. Il est prêt à littéralement tuer le bébé. Donc je trouve ça assez fort. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, ils se battent pour l'innocence, enfin lui surtout, pour le bébé, pour l'humanité qu'il veut préserver. Et c'est pour ça que je trouve que le moment du bouton est un super moment, parce que voilà, c'est l'ironie du moment. Il a réussi à s'en sortir, mais vu qu'ils n'ont pas appuyé sur le bouton, forcément, il faut refaire un sacrifice pour sauver la situation et sauver évidemment le bébé. Et c'est ça qui est fort d'après moi, c'est que oui, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se suicider pour sauver le bébé. Il fait ses longs adieux, et ça, les riches y comprennent. C'est fou parce que pendant un moment, les riches ont eu de la compassion, ce que je trouvais assez intéressant. Mine de rien, ils ont compris à s'attacher, surtout le mec qui avait 2 enfants, pour le coup, et lui, bon, finit sa vie en disant qu'on est des êtres humains. Encore une fois, c'est pas très subtil, mais vous avez compris
le symbole. Et ça qui est fort, c'est qu'en fait le personnage meurt, donc en se sacrifiant, en sauvant l'avenir du monde, entre guillemets, l'humanité grâce à cette innocence du bébé. Mais vu qu'il a participé, la série a quand même décidé de le punir. Oui, il a participé au système, oui, il avait peut-être de bonnes intentions, mais il a participé, il a tué des gens, donc l'émotion fonctionne parce qu'il est puni, mine de rien, à juste titre aussi, moralement, parce qu'il est aussi fautif. Mais vu qu'il se sacrifie pour le bébé, il est aussi, je pense, absolu de ses péchés, et entre guillemets, c'est une bonne mort pour lui. Même s'il y a quand même une sorte de mélancolie avec le méchant principal et tous les personnages qui sont un peu des victimes du système, le système est montré comme imbattable en réalité. C'est pour ça que c'est une fin un peu fataliste, hein. Je trouve, c'est que les humains participent, ils sont coupables, mais le système fait que tu es obligé de participer. C'est ça qui est vraiment intéressant par rapport à ça. Et la longue happy ending, entre guillemets, elle l'est pas vraiment, parce que tu as l'impression que c'est juste, encore une fois, ce cycle qui va se répéter constamment, et ça cache un peu cette maladie propagée en tous par rapport à l'argent, par rapport à l'avarice, par rapport au capitalisme de manière générale. J'avoue que j'ai pété mon crâne par rapport à la fin quand j'ai vu Cate Blanchett. Je me suis dit pourquoi Cate Blanchett? Vous savez, des rumeurs à l'époque sur DiCaprio, mais Cate Blanchett c'est un bon choix. Je sais pas ce qui est fou là. Cate Blanchett, honnêtement, je pense qu'elle est là parce que Fincher s'occupe de oui, Suicide Squad America, dont le tournage commence en décembre. J'ai aucune envie de voir ça. Enfin, je veux dire, là, on a fait le tour. Je pense que 3 saisons Squid Game, on a vraiment fait le tour. Là, c'est une scène de marvelisation de l'œuvre de manière générale. C'est intéressant que ce soit la culture coréenne qui a été exportée aux États-Unis. C'est pas mal parce que c'est le symbole de l'œuvre. Squid Game, c'est coréen, mais c'est aux States. Et là, les Américains se l'approprient littéralement, comme ici, à LA ou à New York, je sais plus, ils sont à LA à ce moment-là encore. Ils sont en train de l'approprier, cette œuvre, et ils vont faire leur propre Squid Game. Et le mec, quand il voit ça, il y a une sorte de mélancolie. Puis évidemment, il reconnaît le truc et tout. Bon, je sais pas ce que Cate Blanchett fout là, mis à part le chèque. Bon, elle a toujours dit, elle aime bien travailler pour le chèque aussi. Aucune envie de voir Squid Game américain. Je trouve que la fin est bien, sauf ce moment-là, parce que c'est le moment vraiment Marvel. En scène post-générique, pourquoi pas? Oui, c'est en lien avec les thématiques de propagation, du capitalisme, de la société, ok. Mais ça en fait des caisses, en plus avec l'acteur connu, je trouve que ça enlève un poids à l'œuvre. Si c'était un no-name, un acteur pas connu, ça aurait été différent, mais là c'est Cate Blanchett, tu dis, bah putain le truc et tout, c'est un peu lourdingue. Ça m'a un peu sorti du truc, voilà, t'avais une œuvre un peu coréenne qui s'exporte et qui est du coup appropriée par les Américains. C'est peut-être la critique de l'œuvre, mais je trouve ça un peu mauvais. J'ai pas envie de voir Fincher faire ça pour le coup, que ce soit un producteur, réal, au scénariste, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est ça en fait, la série et cette saison, je trouve, est très fataliste et très déprimante par rapport à ça. Et vraiment, dans une situation où on se dit, ok, en fait c'est foutu. Voilà, moi j'ai fait ma série, te dit le mec, maintenant c'est au tour des Américains, ils prennent ma série, ils font leur truc. Moi j'en ai marre, moi comme le personnage principal je me suicide entre guillemets, c'est mon œuvre, ils vont faire n'importe quoi avec, c'est la société, c'est... Voilà. Tu sens une sorte de... Ouais, de fatalisme, je pense que c'est le terme. Tu sens, il y a un mec qui est un peu déprimé par son œuvre, il se dit ok, c'est bon, je vous donne, c'est à vous de faire, maintenant les Américains, j'ai pris mon chèque, je me casse, laissez-moi tranquille. C'est une insulte un peu totale à Netflix, mais en même temps, bah, lui a pris son chèque en même temps. Voilà, c'est l'ironie, c'est le sarcasme du truc en même temps d'un certain point de vue, de la manière dont lui l'a tourné, l'a joué. Voilà, il a pris la thune, Netflix va se faire encore plus de thunes, parce que je pense que ça va cartonner Squid Game USA. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé cette fin-là. Elle est en lien thématique, hein, je dis pas, mais j'ai trouvé que c'était d'un cynisme fort et honnêtement lourdingue. C'est ça le truc, Squid Game saison 3, c'est sympa. La 1 est clairement la meilleure, de loin. Ensuite, on a la 2 qui était sympathique mais un peu moins bien. Là, c'est dans la continuité de la 2, un peu mieux parce que bah mieux condensé en termes de rythme et tout. Il y a de bonnes idées, de bonnes choses, mais ça reste sympa. Quand on va parler de Squid Game, ça sera pas dans le top des meilleures séries all-time ou même de la décennie, c'est évident, mais c'est divertissant. C'est sympa, un peu déprimant par rapport au fait qu'ils vont en faire des caisses et des caisses constamment. Bah après, peut-être ça va faire comme Casse des Papels. Hein. Casse des Papels, ça a fait Casse des Papels Corée. Et personne n'a regardé ce truc, j'ai l'impression. Peut-être en Corée, ils ont regardé, mais pas chez nous, quoi. Pas en Occident, pas en Europe, pas aux États-Unis. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais bon, Squid Game USA, ils vont prendre des acteurs connus. Je pense que des trucs comme ça va cartonner d'après moi. Donc, oui, saison 3 divertissante, sympathique. Pas essentiel, pas la série de l'année. Non, voilà, ça se regarde, c'est cool, il y a quelques trucs sympas, c'est pas trop subtil, mais c'est divertissant. Je pense que beaucoup de personnes vont apprécier, mine de rien. J'ai envie d'avoir votre avis. Qu'avez-vous pensé de Squid Game saison 3? Avez-vous adoré ou détesté? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer tous les fonds de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.